Hello and welcome to the Found in Interpretation podcast. I'm now going to switch in French for this fourth episode. Donc, bonjour et bienvenue à notre balado Found in Interpretation. Je suis un de vos hôtes, Alain Breton. Je suis encore une fois accompagné de Brian Bickford, mais nous sommes aussi avec Monsieur Louis Jolicoeur. Louis, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci Alain. Oui, bon, au début, je ne sais pas si vous connaissez Louis Jolicoeur, chers auditeurs, mais je vais lire sa note bibliographique, comme ça vous aurez une idée avec qui on parle cette semaine. Donc, Louis Jolicoeur est écrivain, traducteur, interprète et professeur titulaire de traduction et d'interprétation à l'Université Laval, où il est également directeur de programme de traduction. Ses activités de recherche se concentrent actuellement sur la diffusion de la littérature québécoise dans le monde au moyen de la traduction, les liens entre traduction et post-colonialisme, la réceptivité, la manipulation du discours, ainsi que l'éthique et les questions identitaires en traduction et en interprétation. Il milite pour une reconnaissance accrue de la traduction comme vecteur privilégié du dialogue entre les cultures. Il a été reçu à l'Académie des lettres du Québec en 2017, entre autres. Mais il est ici pour nous parler de quelque chose de très spécial. En fait, ce matin, à l'Université Laval, il y a eu une conférence de presse. Il y avait le ministre Duclos qui était présent aussi pour annoncer la venue d'un nouveau programme d'interprétation, ou je devrais dire dans ce cas-ci, interprétariat à l'Université Laval. On ne parle pas d'une maîtrise, on parle d'un DESS et c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, Louis, je vais commencer par une petite question comme ça. C'est quoi la différence entre une maîtrise et un DESS? D'abord, c'est même pas tout à fait un DESS. Excuse-moi, Alain, de te corriger. OK, j'avais tort. Non, mais c'est pas grave. On va préciser tout ça. Alors, c'est en fait, on a, tu le sais bien, à l'Université Laval, une maîtrise en traduction et un DESS en traduction. DESS, en fait, c'est en gros la maîtrise. C'est seulement la scolarité de la maîtrise, mais on n'a pas l'essai de maîtrise comme tel. Il y a la maîtrise avec essai qui mène directement à l'OTIAC et qui permet donc de pratiquer la profession. Il y a la maîtrise avec mémoire qui ne donne pas un accès automatique à l'OTIAC parce que c'est pas des professionnels comme tels qu'on forme avec la maîtrise avec mémoire, c'est plus des chercheurs. Donc, ils font moins de cours, puis ils font une recherche approfondie, une petite thèse qu'on appelle un mémoire. Alors, un DESS, c'est plus court qu'une maîtrise. Ça se fait en 1 an au lieu de 2 ans, mais c'est quand même une dizaine de cours. C'est 10 cours. C'est 30 crédits au lieu de 45 pour la maîtrise. Notre micro-programme, c'est ça le nom officiel. Oh, d'accord. C'est un micro-programme de 2e cycle, donc il faut quand même avoir un bac pour pouvoir y accéder, comme pour ce qui est de la maîtrise du DESS, mais c'est plus court. En fait, c'est vraiment destiné à des personnes qui ont, par exemple, un bac en traduction et qui ont envie de se lancer dans le monde de l'interprétation et qui n'iront pas à Ottawa, qui n'iront pas à Glendon pour X raisons. Ils vont venir chez nous. Et puis, l'avantage, c'est qu'on a tout cet appui du gouvernement fédéral qui semble miser beaucoup sur l'Université Laval. Il nous aime bien pour ce qui est de nos stagiaires en traduction. Il nous semble nous faire confiance. Comme tu sais, je donne un cours en interprétation à Laval depuis une dizaine d'années. Ils en ont entendu parler, donc ils ont décidé de miser beaucoup là-dessus, mais un cours, c'est pas assez. Alors, on a créé ce micro-programme. Ce micro-programme, c'est 2 cours à l'automne, 2 cours à l'hiver, un stage facultatif à l'été. Le bureau de la traduction a signé une entente avec nous. On est bien content de ça. Ça veut dire qu'ils vont nous prêter. Moi, je vais continuer à donner mon cours dans ce cadre-là maintenant. On va engager des collègues comme toi, Alain, ou d'autres pour donner un autre des 4 cours en salle. En principe, ils seraient tous en présentiel, mais on verra. Parce que l'entente avec le bureau permet aussi le prêt d'interprète parlementaire. Pour nous, c'est très intéressant. C'est pour ça que il y avait toute la haute gomme, là, le ministre, la vice-rectrice, il y avait beaucoup de monde pour célébrer cette entente parce que c'est un prêt. Donc, ça ne coûte rien à l'université. L'université, quand ça ne coûte rien, est toujours très contente. Hein? C'est formidable. Alors, jusqu'à 2 sur 4 des cours seraient donnés par des interprètes du Parlement, des interprètes parlementaires payés par Ottawa. Est-ce qu'il va y avoir des cabines physiques? Ben ça, c'est l'autre chose. Pour le moment, moi, dans mon cours, je donne un cours très pratique qui va donc s'insérer dans ce nouveau microprogramme de 2e cycle, mais je le donnais avec les bidules, avec nos appareils portatifs. Je simulais beaucoup de conférences. On a
une conférence à l'écran, je fais travailler les étudiants, je les enregistre sur mon téléphone, on écoute ça, on transforme ça en MP3, on écoute, on corrige. C'est très interactif. C'est pas pour les personnes qui sont un peu timides. On le sait bien, l'interprétation, c'est pas fait pour les timides. C'est aussi bien de le savoir d'entrée de jeu. On est trois jaseux autour de la table. Oui, par exemple. Donc, tout de suite, les étudiants voient bien que s'ils veulent pas interagir, ils sont pas à bonne place, là. Mais on n'avait pas de cabine, on n'avait que les appareils portables. Ça marchait assez bien. Mais là, maintenant, c'est un microprogramme. C'est fait dans le cadre d'une entente avec le gouvernement fédéral. Il faut que ce soit encore un peu plus solide. Donc, le fédéral nous propose non seulement de nous prêter des interprètes, mais de nous monter une cabine. Alors, aux frais du fédéral. Une cabine, plusieurs cabines, parce que là, ça va être plusieurs étudiants par cours. On parle de groupes de combien d'étudiants? Ben là, pour le moment, la cohorte souhaitée, c'est entre 10 et 15 étudiants. Dans mon cours, c'est quand même gros. Faut pas, tu le sais bien, vous le savez tous les deux. On était trois en combinaison français-anglais, par exemple, à Glendale, on était trois. On sait qu'il y a à peu près 2 personnes max qui sortent d'Ottawa par année. Alors, on était trois à Glendon mon année. Donc, puis moi, j'ai dû reprendre l'examen à cause de la COVID et j'étais le seul qui avait terminé cette année-là. Ben oui, qui s'était présenté du moins à la remise des diplômes. Donc, il n'y en a presque pas. Ceci dit, je dis 10-15, mais il faudra voir à l'autre bout combien il y en aura aussi. Hein? Oui, tout à fait. C'est évident. Nous, on n'aura pas nécessairement d'examen de contrôle il faut passer des cours, là, mais l'examen, en fait, ça va être Ottawa qui va s'en occuper, comme c'est le cas maintenant, c'est-à-dire ça va être l'accréditation à Ottawa. Alors, on reste à voir combien de personnes vont réussir. On le sait bien, toi et moi, et Brian aussi, quel est le niveau de difficulté de ces examens-là. Est-ce qu'un micro-programme de deuxième cycle, ça va être suffisant pour que ces étudiants-là le réussissent quand on sait que des interprètes d'expérience l'échouent à l'occasion? Tu sais, c'est pas évident. Mais enfin, on verra. On sait qu'il y a une vie au-delà de l'examen d'accréditation du fédéral. L'important, c'est de fournir au pays plus d'interprètes. Est-ce qu'ils seront tous à la hauteur? Souhaitons-le. Mais sur 10-15 qui entrent, combien il y en a qui vont sortir? On verra. Combien il y en a parmi ceux-là qui seraient capables de réussir l'examen? On verra. Combien il y en a qui seraient capables véritablement d'entrer sur le marché du travail et de travailler de façon sérieuse? On le verra. Mais pour le moment, c'est ce qu'on vise. Le microprogramme est en ligne depuis 3 heures, puis il y a déjà 3 personnes qui ont envoyé leur candidature. Wow. Est-ce que Brian, tu avais une question? Les 2 cours de l'automne, c'est-à-dire celui que moi je vais donner, puis celui que quelqu'un d'autre parmi nous probablement donnerait, idéalement, il sera en présentiel. Mais les cours donnés par les interprètes parlementaires qui sont basés à Ottawa, hein, il faut bien le dire, moi, j'aimerais bien que tout soit présentiel, mais j'ai l'impression qu'ils ne vont pas se déplacer, ces gens-là, aux frais du gouvernement toutes les semaines pour venir donner un cours, puis ils ne vont pas déménager à Québec probablement non plus, à moins qu'on trouve il y en a quelques-uns parmi nous à Québec, là, pas beaucoup, des interprètes pas parlementaires, mais en tout cas accrédités au bureau de la traduction, qui soient à Québec et qui puissent donner ça en présentiel. Mais j'ai pas l'impression que c'est ce qui va arriver. J'ai l'impression que ce serait vraiment des interprètes parlementaires, donc forcément d'Ottawa. Et là, eux, ils seraient intéressés à donner ça à distance. C'est correct, on le fera à distance. Mais j'ai une question parce que pour moi, il y a une petite confusion. Je veux dire, le ministre est là. Il y a un lien avec le bureau. Il y a un lien direct avec le bureau de la traduction. Mais en même temps, il faut réussir l'examen d'accréditation pour travailler à Ottawa, ce qui ne nous empêche pas de travailler dans la vie normale comme moi et Brian, on le fait. Mais en même temps, est-ce que c'est un plus? Est-ce que, je veux dire, parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas, en tout cas, dans notre génération d'interprètes, je connais pratiquement personne qui a réussi l'examen d'Ottawa pour diverses raisons. Je ne m'éterniserai pas là-dessus, mais je veux dire, est-ce que ça va être une porte d'entrée plus facile si on dit qu'on a cette formation-là ou c'est plus pour pouvoir s'entraîner? Je veux dire, parce que dans le fond, le bureau a une attente à quelque part. Il y a une attente, sinon il n'investirait pas comme il le fait. Mais je pense que le bureau voit plus large que le Parlement. Je pense que le bureau voit les besoins partout au Canada en interprétation. Donc, il est intéressé à investir. C'est sûr qu'il serait intéressé à ce qu'il y ait le plus grand nombre possible de nos finissants qui aboutissent au Parlement. Mais on le sait bien, tous les trois, que c'est pas la carrière la plus stimulante d'être, on dit ça entre nous, même si on va en ligne. Je veux dire, il y en a pour qui c'est formidable, mais il y en a pour qui c'est pas ça qu'ils veulent en interprétation.
Il y en a qui préfèrent la variété. C'est sûr qu'il faut monter ses dossiers, puis c'est plus compliqué, puis tout ça. Mais moi, personnellement, j'aime mieux, je suis prof à temps plein, là. Je suis pas un bon exemple, là, mais quand j'interprète, j'aime la variété. Alors, l'interprète parlementaire, il y a de la variété. Il y a plein de sujets différents, mais il est toujours quand même dans le cadre gouvernemental. C'est fait pour certaines personnes. C'est aussi un poste permanent. Je veux dire, un poste, il y a des échelons. C'est un poste de fonctionnaire. Ça convient à certaines personnes, mais ça ne convient pas à tout le monde non plus. Moi, si j'étais seulement interprète et pas prof, personnellement, je préférerais être pigiste. Il y en a qui préfèrent avoir un emploi plus stable. Ça dépend de la personnalité de chacun. Alors, donc, il y a vraiment toutes les options sur la table. C'est sûr que pour commencer, moi, j'encouragerais les étudiants, surtout s'ils réussissent l'examen, à entrer au Parlement. Si au bout de 10 ans, ils ont envie de faire d'autres choses, ils partiront, puis ils auront une super expérience et puis ils pourront être interprètes indépendants. Mais comme école, c'est formidable de pouvoir rentrer là. Mais il faut encore réussir l'examen. Alors, je pense que le gouvernement fait un petit calcul. Il se dit, ils vont pas tous réussir l'examen, mais peut-être qu'il y en a quand même quelques-uns. 2 de plus par année, ce serait déjà énorme. Il y en a 2 qui réussissent à Ottawa chaque année. S'il y en a le double, ils vont être déjà contents. Leur investissement déjà aura servi. Alors, on verra, mais j'ai l'impression que ça pourrait tout à fait convenir tant au gouvernement qu'aux étudiants, qu'au marché général au Canada, parce que les besoins, ils sont pas juste au gouvernement, ils sont partout. Mais est-ce que le programme est réservé aux étudiants qui ont terminé en traduction? Parce que je connais la plupart des interprètes que je connais, moi, sur le marché privé, on est arrivé là un peu là par... moi, j'ai un bac en traduction, mais je veux dire, je dis on en tant qu'interprète de façon générale. Il y a beaucoup d'interprètes qui ont fait beaucoup d'autres choses avant et qui ont découvert un talent d'interprétation. Ils ont peaufiné par eux-mêmes. Et puis, c'est un peu... ils ont un peu appris sur le tas, on va dire ça comme ça. Absolument. Est-ce que ces gens-là aussi peuvent espérer entrer dans ce programme-là ou alors on parle seulement des gens qui ont qui ont un bac en traduction, par exemple? Oui, c'est sûr que la clientèle privilégiée sera les finissants du bac en traduction de Laval ou d'autres universités. Mais on le sait bien, on le sait tous les trois, dans le milieu, tu as tout à fait raison, Alain, il y a plein de gens qui viennent de toutes sortes d'horizons, y compris de gens qui viennent d'Europe, d'un peu partout. Maintenant, on a même pas mal de collègues, des jeunes collègues qui arrivent d'Afrique, qui arrivent de toutes sortes d'endroits. Alors, moi, je regarderais comme directeur de programme chaque candidature. L'important, c'est un micro-programme de 2e cycle. Tout ce qu'on veut, c'est un bac ou un équivalent dans un autre pays d'un bac, une licence en Europe ou en Afrique. Puis, une fois que j'ai reçu ça, si la personne me dit, ça fait 5 ans que je suis interprète, c'est sûr que ça va être jugé équivalent. Si on voit sur le site, ça vient d'apparaître, là, on va voir les exigences, les conditions d'admission. C'est écrit bac en traduction ou équivalent. Alors, ça, c'est à la direction de programme de juger au cas par cas. Il n'y a pas des centaines de personnes qui vont se présenter. Ce ne sera pas énorme à gérer, là. Alors, moi, comme directeur ou mon remplaçant plus tard, pourra regarder au cas par cas. OK, c'est sûr qu'en plus, les cas qui ne seront pas définissants de bac en traduction vont être minoritaires, certainement, là. Donc, tu sais, s'il y en a 2, 3 là, qui arrivent avec un dossier un peu particulier, on le regarde. OK, c'est bon, tu rentres. C'est tout. Et puis, de toute façon, on va voir comment il va performer ou elle va performer, cette personne-là, dans le cadre des cours, là. Mais on veut vraiment une formule souple, le plus possible. Parce qu'on sait qu'à Glendon et à Ottawa, non seulement l'examen d'admission est souvent échoué, ce qui est quand même triste après avoir passé à travers tout ça, mais même l'examen d'admission est assez strict aussi. Oui, peut-être moins à Glendon, mais à Ottawa, là, non seulement c'est pas évident de sortir, mais c'est pas évident de rentrer. Alors que nous, du côté d'entrée, ça prend quand même une bonne moyenne au bac. Là. On ne veut pas n'importe qui non plus. Ça prend une moyenne de 3. Mais c'est à peu près tout comme condition. OK. C'est sûr qu'un bac en d'autres choses qu'en traduction, on va le regarder aussi, là. Est-ce que ça va être des gens, on s'attend que ce soit tout le monde français A ou je pense que c'est une bonne question. C'est un autre des arguments d'Ottawa. Je pense que ce qu'ils veulent, c'est des gens plus forts en français A. C'est pour ça qu'ils viennent à Québec. C'est pas juste parce qu'on est beau puis on est fin. On l'est, certainement. On a une très belle ville. Mais je pense qu'aussi, la petite renommée de Québec à Ottawa, là, pour ce qui est de nos stagiaires, là, et ça fait longtemps que je l'entends, là, les stagiaires de Laval, c'est toujours les meilleurs. Bon, on ne peut pas trop se péter les bretelles, mais ça fait toujours plaisir. Mais c'est pas très difficile à comprendre, c'est que le niveau de français à Québec, il est meilleur. On vit dans une ville très francophone, et puis c'est ce qu'ils veulent en interprétation aussi. Des besoins, on le sait, sont plus vers le français que vers l'anglais. Je ne nie pas, moi, qu'il va y avoir une faiblesse du côté de l'anglais, du côté des étudiants francophones de Québec, parce qu'on sait que le niveau de français à Québec, ça aussi, il faut être réaliste, là. Il est moins bon qu'à Montréal ou à Ottawa.
on le voit parmi nos étudiants. Moi, j'avais des étudiants très bons en interprétation. Puis là, je travaille les deux combinaisons dans mes cours. Puis là, on tombe dans la combinaison vers l'anglais. Je dis, oups, mais là, ça ne marchera pas, là. Combien, et puis, dans le micro-programme, est-ce qu'il va y avoir des cours vers l'anglais pour améliorer la qualité de l'anglais de certains étudiants qui pourraient avoir des faiblesses? Non, c'est pas l'objectif. Malheureusement, on n'a que 4 cours. On ne peut pas se permettre de faire ça. Okay. On va faire des exercices vers l'anglais, mais il n'y aura pas de cours d'anglais. Honnêtement, si quelqu'un vient dans mon cours et son anglais est insuffisant, je vais lui dire, c'est plate, là, mais il faudrait que tu ailles en immersion. C'est ce que j'ai dit déjà dans mes étudiants qui avaient plein de qualités, qui étaient doués, mais dont l'anglais oral était insuffisant. Je dis, écoute, il n'y a pas 1000 solutions. Ce n'est pas même 3-4 cours d'anglais à l'Université Laval qui vont régler le problème. Là. En interprétation, ça prend un niveau de qualité, de fluidité à l'oral. Va passer 6 mois à Toronto, à Londres ou à Nouvelle-Orléans, mais va améliorer ton anglais parlé. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Si quelqu'un veut vraiment devenir interprète, on peut leur donner certains outils, mais on le sait très bien, nous, il faut faire. C'est pas pour rien qu'on a beaucoup de collègues qui se sont formés sur le tas. Il faut se prendre en main soi-même. Si on n'est pas assez bon en telle langue, on va aller vivre quelque part pour s'améliorer. Nous, on fait notre possible avec le micro-programme, comme Ottawa et Glendon aussi, font leur possible, mais on ne peut pas tout faire le chemin pour l'étudiant. Ce n'est pas une formation en dentiste, là. J'ai été surpris d'entendre seulement 4 cours. Est-ce que j'ai bien entendu? Eh oui, c'est pour ça que ça s'appelle micro-programme. Donc, deux cours à l'automne, 2 cours à l'automne, 2 cours à l'hiver, un stage à l'été. Les cours, c'est comme initiation à l'interprétation. Alors, le cours que moi je donne, c'est un cours d'initiation à l'interprétation dans lequel je vois les formes, là, simultanées, consécutives, judiciaires, accompagnement, etc. Médiation sociale, appelons ça comme on voudra. Et puis, l'autre cours, c'est plus une recherche, documentation, synthèse de texte. Là, je m'étais beaucoup inspiré pour créer ce cours-là de ce que j'ai vu en Europe. On travaille avec des blancs. Enfin, il y a plein de techniques pour aider. C'est-à-dire qu'on prend un texte, puis on enlève des petits bouts. Ils travaillent beaucoup comme ça dans les écoles d'interprétation en Europe. Puis on demande aux étudiants de faire l'effort intellectuel de combler les trous. Ça ressemble un peu à ce qu'on fait quand on interprète des fois, quand on manque des petits bouts. On devine, on fait des ponts, on fait ce qu'on peut, pour montrer à quel point ça prend un esprit de débrouillard. Donc ça va être le deuxième cours. Puis à l'hiver, c'est un cours plus avancé en consécutif et un cours plus avancé en simultané. En gros, c'est ça. Et c'est ces deux-là qui seraient donnés par Ottawa. Ah, OK. Donc, c'est les 2 cours donnés par Ottawa avant de terminer complètement. Oui, on verra s'ils peuvent me donner plus. S'ils préfèrent me donner un cours de l'automne et un cours de l'hiver, ce sera ça. Mais enfin, 2 sur 4, ce sera donné par Ottawa. Puis les 2 autres par nous, par moi, puis un collègue de Québec qui serait intéressé. Puis sûr, toi, tu l'es, il y en a d'autres qui le sont. Je ne pense pas qu'on aurait de problème, là. Mais ce serait aux frais de l'université. Capable de payer ça quand même. Mais 2 autres cours seraient offerts par Ottawa. D'accord. Puis le stage sera offert par Ottawa, puis j'ai demandé à ce qu'il soit rémunéré, parce que le stage, là, ce serait carrément aller à Ottawa, aller travailler avec les collègues, sinon interpréter, être en cabine, puis faire la recherche, faire un peu ce qu'un nouveau venu peut faire, aider les collègues, ce qu'on fait entre nous quand on est en cabine, par exemple. Ah, c'est sûr que pour moi, ça aurait été le programme rêvé il y a... Exactement. C'est exactement toi quand tu as fini ton bac puis tu rêvais l'interprétation. Il y a bientôt 20 ans quand on s'en est parlé. Oui, à peu près. Mais tu vois, tu as réussi quand même. Il y a plein de gens qui ont réussi comme ça. Alors, tu avais quand même un bac en traduction, mais quelqu'un d'autre qui arrive, qui rêve d'interprétation. On le sait dans notre milieu, des gens rêvent à notre travail, à notre profession. Je ne rêvais pas d'être traducteur. Non, c'est ça. Alors, mais tu avais un bac en traducteur. J'ai beaucoup d'amis traducteurs. Mais dès qu'on se met à interpréter, c'est fou comme on traduit moins. Hein? Oui. Mais quelqu'un comme toi qui aurait rêvé à ça, mais qui aurait eu cette révélation tardivement, puis qui aurait fait un bac en anglais, disons. J'aurais dit, écoute, viens, on va regarder ça. Là. Je veux dire, c'est sûr qu'il peut être admissible. Là. Bac en anglais, c'est pertinent. Là. Puis le reste, on va le travailler ensemble. Tu l'as fait tout seul. Moi aussi, j'ai été formé tout seul. Maintenant, je l'enseigne. Tu vois, c'est quand même... Moi non plus, je n'ai pas fait d'école d'interprétation. J'ai fait Glendon par la suite. J'avais déjà de l'expérience quand je... J'ai fait Glendon par la suite, c'est ça. Ouais. Et puis à Glendon, quand je l'ai fait, il y avait une cohorte française, espagnole, mandarin, russe. Est-ce que vous avez l'intention, je sais que pour l'instant, c'est juste l'anglais et le français, mais est-ce que éventuellement, est-ce que vous allez passer à d'autres langues ou est-ce que ça va être strictement anglais-français? Moi, je pense que pour le moment, on va se limiter à anglais-français. Moi-même, je travaille comme interprète l'espagnol. J'aimerais bien ça. Puis
dans le cours que je donnais jusqu'à maintenant, quand j'avais des étudiants hispanophones ou très avancés en espagnol, je leur disais de faire leurs travaux, parce que toutes les semaines, on fait des travaux pratiques. J'ai dit, faites en espagnol, puis même si les autres ne travaillent pas l'espagnol, on interprète. Ils vont se retrouver, ils vont pouvoir voir le résultat final, la qualité de l'interprétation de la personne, même s'ils ne comprennent pas l'original. Donc, il y a un peu de ça, là. Mais moi, mon objectif, c'est pas tant d'interpréter dans un cadre de combinaison linguistique, c'est vraiment la technique que je veux leur montrer. Après ça, ils appliqueront ça. S'ils travaillent le chinois, tant mieux pour eux. On en a besoin au Canada. Ils appliqueront peut-être les techniques qu'ils auront vues dans le cadre d'un microprogramme comme ça à leur combinaison linguistique par la suite. Quand j'ai fait le tour des écoles d'interprétation en Europe, j'ai bien vu qu'il y avait plein de langues, mais dans les faits, c'est difficile d'avoir des personnes compétentes pour enseigner dans toutes sortes de combinaisons, puis d'avoir aussi une masse critique dans chacun des cours. C'est impossible à imaginer pour nous, là. Mais je voyais que dans des moyennes universités, c'est sûr que Paris-Londres, c'est peut-être différent, mais j'allais à l'Université de Grenade. Il y a toute une liste de combinaisons, mais il n'y a pas des cours dans toutes ces combinaisons-là. C'est que les gens apprenaient des techniques puis appliquaient ça dans leurs combinaisons par la suite. J'ai une petite question sur le profil recherché. Parce que, par exemple, quand je me souviens, quand j'avais fait, je te l'avais raconté déjà en privé, mais quand j'avais fait ma demande d'admission à Glendon, il y avait un volet sur, je vais dire avant d'entrer dans le programme, il y avait un volet sur les connaissances générales pour voir, parce qu'on s'entend qu'en interprétation, on doit avoir un bon bagage de connaissances générales pour être capable d'affronter la variété de sujets qui nous attendent. Est-ce qu'il y a une espèce de filtrage aussi à ce niveau-là où on se concentre seulement sur la mécanique de l'interprétation? Oui, c'est sûr qu'on aurait pu faire un filtrage à l'entrée et puis on en avait parlé, c'est vrai, toi et moi, par exemple, de faire un petit test d'admission. Et entre autres, comme je pense que tu me racontais que c'était le cas à Glendon, entre autres, un test sur les connaissances générales. On a décidé de ne pas le faire. Dans le cours de synthèse de documents puis recherche, puis c'est un cours plus général, on va évidemment beaucoup parler de connaissances générales. Puis entre autres, ce serait bien que les étudiants fassent des recherches. Par exemple, toi, examine la situation de la construction européenne. Fais-moi un topo là-dessus. Et puis après ça, fais une présentation orale en classe là-dessus, puis fais-le dans les deux langues. Mais ça, ce serait dans le cadre d'un cours. On a décidé d'exclure toute mesure d'exclusion à l'entrée. Parce que ça s'acquiert quand même. C'est quelqu'un qui veut devenir interprète et qui ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans le monde. Je pense qu'il va comprendre rapidement qu'il est aussi bien de laisser faire. Okay. C'est une simple question de logique. Mais si on était plus gros, on pourrait, puis si on avait une masse critique plus importante, puis des centaines de personnes qui cognent à la porte, on pourrait avoir des mesures d'exclusion comme ça et des filtrages. Mais pas pour le moment. Je pense pas. Mais ils vont le comprendre vite, là. S'ils ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans le monde, si quelqu'un me dit, moi, la politique, ça ne m'intéresse pas, je vais dire, viens pas. C'est tout. OK. Tu ne peux pas être interprète au Canada si la politique ne t'intéresse pas, là. Tu es aussi bien de faire d'autres choses. Je me souviens, par exemple, on avait eu un professeur invité, Brian, que tu as eu l'occasion de rencontrer, Ahmed, je pense que tu l'avais rencontré. Ouais. Il y avait un des cours à Glendon à l'époque, avant la COVID, et puis que ça soit complètement en ligne. Il y avait des professeurs invités qui venaient de l'Europe et qui venaient passer du temps avec les étudiants. On avait passé une semaine qu'on appelait les semaines intensives. Donc, on avait une semaine intensive avec M. Ahmed qui travaille aujourd'hui au Tribunal pénal international. Et puis, vu que le cours, la faiblesse du cours à Glendon, c'était qu'il n'y avait pas beaucoup d'emphase sur la politique canadienne, puis qu'est-ce qui se passe au Canada. Alors, lui, sa semaine, c'était vraiment de faire une semaine hyper intensive sur c'est quoi le Canada, pas juste aller à la base des 10 provinces et des territoires, mais aussi le fonctionnement, le rôle du gouverneur général, la Constitution. Et puis, on faisait de l'interprétation tout en, pour moi, c'était le rafraîchissement, mais les étudiants plus jeunes, ils apprenaient vraiment les fondamentaux du pays parce que on s'était rendu compte que les jeunes ils connaissent pas toujours le pays dans lequel ils habitent. Donc, c'est pour ça que je posais aussi la question par rapport à la culture générale. Personne qu'on interprète manque de culture générale, mais là, nous, on peut compenser, mais là vient un autre problème, celui de l'éthique. Dans quelle mesure on peut corriger la personne que l'on interprète. Mais tout ça, en tout cas, tant l'éthique que la culture générale, moi, je préfère en parler dans les cours qu'avant. C'est discutable comme décision. Je pense pas. C'est vrai que ton raisonnement est tout à fait logique. On est plus ouvert à l'entrée, mais on pourrait fermer le goulot en cours de route.
peut-être que par la force des choses, c'est ce qui va arriver, mais je voudrais pas que ce soit parce que nous, on est strict. Je voudrais que ce soit parce que les étudiants se rendent compte par eux-mêmes que c'est pas nous qui sommes stricts, c'est la profession qui est comme ça. Alors, j'aimerais les amener à comprendre comment la profession fonctionne, puis après ça, ils pourront prendre leurs décisions. Si au pire, ils ont perdu 2 cours puis ils se rendent compte que c'était pas pour eux, ben tant pis. D'ailleurs, ces cours-là, ils vont pouvoir, si la personne veut poursuivre la maîtrise en traduction, ils vont être reconnus dans une maîtrise en traduction. Donc, ils ne seront pas gaspillés. Une personne qui sort du bac en traduction, comme je disais tantôt, ne va pas faire une maîtrise en traduction, ça ne sert à rien. Il va apprendre à peu près la même chose. Mais une personne qui vient d'un bac en anglais, comme je disais comme exemple de tout à l'heure, ou autre chose, il fait notre microprogramme, il se rend compte, ouais, c'est quoi cette affaire-là, mon anglais n'est peut-être pas assez bon en plus, puis je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une profession pour moi. C'est le niveau de stress, ils vont se rendre compte juste par les petits exercices en classe, même avec le petit appareil portable, mais encore plus si on a vraiment la cabine. Ils vont se rendre compte que le niveau de stress, peut-être qu'ils ne sont pas capables de l'assumer, de l'absorber, puis que c'est pas pour eux. Ben, les 2 cours, ben, ils viendront faire une maîtrise en traduction, puis ils seront traducteurs avec la maîtrise, puis les 2 cours, je vais les reconnaître dans leur maîtrise, dans leur DESS. Mais c'est ça, j'aime mieux miser sur l'étudiant lui-même qui va se rendre compte un peu de ce qu'il est en train de faire, puis des difficultés qui sont liées à la profession, parce que on le sait bien, hein, tous les trois, là, les gens ont plein d'idées préconçues. L'interprétation, c'est donc excitant, c'est le fun, ça me tente d'être interprète. Ouais, mais c'est une autre affaire en cabine, là. Alors, mais moi, quand j'invite des étudiants en cabine, je le vois tout de suite. Des fois, tu étais là, je me souviens. Oui. Là, il y en a, là, c'est là que ça se passe. La première fois que je les invite en cabine, là, ils disent, moi, c'est ça que je vais faire, c'est sûr. Ah, la piqûre, là. Puis d'autres, ils rentrent là, puis là, ils deviennent livides, là, puis là, ils se rendent compte que c'est peut-être pas pour eux. Mais est-ce que vous allez leur apprendre aussi? Parce qu'il y a certains interprètes qui disent, ah non, la technique, moi, j'y touche pas. Mais est-ce que puisque vous avez la cabine qui va être prêtée, est-ce que vous allez dire, ah, ben, ça, c'est la console d'interprétation, voici comment ça fonctionne, Ben les oui. émetteurs, les récepteurs. Moi, je pense que oui, mais maintenant, la cabine, c'est rendu l'aspect facile sur le plan technologique. L'aspect plus compliqué, dans notre métier, on le sait bien, c'est plus maintenant à distance. Il y en a qui ont encore un peu de mal, il y en a qui ne savent pas comment écouter les collègues pendant qu'ils sont en train d'interpréter. Bon, il faut quand même s'habituer à ça. Des fois, on n'est pas en Zoom, des fois, on est en d'autres outils, puis là, il faut quand même s'ajuster. Moi, j'en parle. J'ai même interprété en direct dans mon cours, je ne le ferai plus. Un contrat en Zoom. J'ai dit, ah, ça tombe bien, c'était pendant mon ordre de cours. J'allais le refuser. Après ça, j'ai dit, non, je vais l'accepter, puis on va faire un exercice en classe. Jamais plus. Alors, les étudiants ont vu c'était quoi le niveau de stress, là, quand même. Alors, un vrai contrat, ben, c'était un vrai contrat. Puis j'ai même essayé de faire... Est-ce que tu as écouté pendant une demi-heure? Oui, oui, oui. Okay. Puis il y en a qui étaient autour de moi, puis il y en a même un ou deux qui m'ont remplacé pendant quelques secondes, pendant que c'était mon tour de cabine, ben, mon tour de Zoom. Alors, c'était un bel exercice. Donc, j'ai pu aller jusque-là, mais je vais quand même leur montrer, parce qu'on peut faire un simili-Zoom en classe. J'ai testé ça la dernière fois que j'ai donné le cours. On fait un Zoom, exactement comme en situation réelle. Et puis, je me mets haute, donc j'ai accès à l'attribution d'assigner le statut d'interprète, comme on le fait nous. Alors, j'assigne 2-3 interprètes dans la classe, puis on fait un Zoom, puis on met... Il faut être un peu débrouillard sur le plan techno, là, mais ça montre aux étudiants comment ça marche, interpréter en Zoom. Honnêtement, même si on n'a pas de cabine, là, moi, je trouve qu'on peut très bien se débrouiller, surtout qu'on le sait, là, on interprète en Zoom 80% du temps maintenant. Ben, moi, j'ai fait le programme Glendon pendant la COVID, donc c'était 100% sur Zoom. On n'a jamais eu accès au laboratoire. C'est vrai? Ah oui. Ouais. Ben, voilà. Mais en toute franchise, moi, ce que j'avais fait les 2 années à Glendon pour avoir les 2 diplômes, et puis la première année était exclusivement en ligne. La deuxième, bon, on s'était fait chasser à cause de la COVID en mars 2020. Donc, j'ai terminé mes études à Glendon en ligne. Et il y a quelque chose avec le présentiel. D'être là, de voir les gens, de voir la cabine. Personnellement, je performe mieux si je vais au centre des congrès ou si je vais au Parlement ici que si je suis à la maison. Je veux dire, oui, OK, je fais de mon mieux, puis j'ai l'ergonomie, puis tout ce qu'on veut. Je veux dire, j'ai un beau bureau, tout est beau. Mais en même temps, il y a le petit stress quand, par exemple, je me souviens dans mes tout débuts, et puis c'était une de mes premières affectations, quelqu'un avait mis des écouteurs, puis il me regarde, puis il comprend pas ce que je dis. J'étais tout nouveau, puis je m'essayais. Ben, il y a ce stress-là.
en ligne, on ne sait même pas parfois si quelqu'un nous écoute. Non, c'est sûr. Alors, je trouve que pour nous, c'est parce qu'on l'a vécu quand même pas mal en présentiel. Donc, si on est en Zoom, c'est correct. Mais quelqu'un qui commence et qui a presque jamais l'occasion de sentir le pouls, là, puis de voir les gens se retourner quand on fait une erreur, ou au contraire, les gens contents du travail qu'on a fait, puis tout ça, c'est sûr que c'est un gros manque pour quelqu'un qui a pas vécu ça. Mais c'est pour ça que même pour ce qui est de l'enseignement, moi, on va l'accepter là, si Ottawa préfère ne pas nous envoyer ces personnes en direct. Mais donner un cours, moi, j'ai déjà dit, en pleine COVID, là, je devais donner mon cours, on m'a dit, tu vas le donner à distance. Non, je ne le donne pas. J'étais tout seul au Deconinck. On avait tous des masques. Puis la façon de convaincre les gens de venir en avant pour interpréter, c'était, vous aurez l'occasion d'enlever votre masque. Ça marchait. Ils étaient tout contents. Mais on était les seuls. J'ai insisté parce qu'ils ne voulaient pas, puis tout ça, mais j'ai dit, on va être les seuls. Il n'y a pas de danger de contamination. Là, tout le monde va avoir des masques. Et puis, on a donné le cours en présentiel. Moi, personnellement, ça ne me tenterait même pas d'enseigner. Je sais que Sophie Hélène, d'autres donnent des cours à Trois-Rivières. On va travailler d'ailleurs avec elle à distance, mais c'est parce que le petit buzz dont tu parles, que nous, on ressemble nous-mêmes comme interprètes au centre des congrès plutôt qu'en Zoom, les étudiants le sentent quand on est là, tous ensemble. Puis quand ils viennent en avant, il y a quand même 30 personnes dans la classe qui les écoutent. Ça monte un peu le niveau de stress. Ça les amène à quelque chose qui ressemble à ce qui est notre profession. Puis le prof est là, moi, j'essaie d'être bienveillant, mais ça ajoute un niveau de stress. Puis après ça, on écoute ça sur nos MP3, là, puis on corrige. Fait que si ça t'intimide, c'est mieux de le laisser faire tout de suite, là. Parce qu'on corrige de façon bienveillante. On dit, tu vois, ici, t'as trop hésité, ton intonation monte, descend, essaie de rendre ça plus fluide, plus naturel. Ici, problème de terminologie, problème de syntaxe, on essaie d'avoir des phrases bien construites. Ici, t'as un passage que tu as interprété, mais qui n'était pas vraiment important, puis ça t'a fait perdre tout ce qui suit. Alors, essaie de choisir les moments privilégiés. Enlève ça, pas grave, pas grave, pas grave. Ça, c'est important. Dis-le, ça prend du jugement, ça prend le sens du discernement, mais ça passe tellement mieux en présentiel d'enseigner ça, là. Tu es là, tu dis non, stop, c'est pas bon. Puis là, on peut le faire un peu à distance, mais honnêtement, pour moi, c'est nettement moins efficace. Non, je suis tout à fait d'accord. Oui, moi aussi. Brian, tu allais dire? Non, moi aussi, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'aurais aimé faire des cabines et tout ça et voir à quoi ça a l'air. Mais vous avez raison aussi parce qu'il y a de plus en plus, on fait des conférences hybrides. Et puis, les interprètes sont à distance, mais tout le monde est dans une salle. Donc, il y a plein de différentes configurations. Donc, c'est bien que vous allez explorer tout ça. Et, oui. Mais je me demande, est-ce que, juste pour confirmer, le programme, ça ne remplace pas un autre programme existant, disons, celui à Glendon ou l'Université d'Ottawa? Non, c'est pas là. On veut remplacer. C'est un complément. On veut remplacer personne. Et puis en fait, même un micro-programme, c'est pas beaucoup, là. Quelqu'un qui sent qu'il n'est pas rendu assez à point pour se lancer, il ira à Ottawa, à Glendon après. Là. Il aura perdu un an, mais on ne perd pas notre temps en interprétation. Là. On avance toujours. Si quelqu'un ne se sent pas à la hauteur, qu'il continue, mais il y aura quand même un solide bagage, puis il ira faire quelque chose ailleurs. Je n'ai pas la prétention avec 4 cours puis un stage, vraiment de former solidement tout le monde. Ce que vous avez fait, c'est quand même 2 ans, là, 1 an en présentiel à Glendon, puis 1 an avant ça en excluant les problèmes de la COVID, là, mais normalement, c'est 1 an en ligne puis 1 an présentiel. C'est quand même 2 ans complets. Moi, c'est 2 cours, 2 cours. C'est pas pareil, là. Donc, ça pourrait être insuffisant, mais on le sait bien, dans le milieu, j'ai 2 de mes anciens étudiants, vous les connaissez, qui ont fait mon cours seulement, puis qui sont partis pour la gloire. Parce qu'ils étaient doués. Tu avais parlé un peu, puis je pense que je l'avais même entendu pendant la conférence de presse, tu avais aussi parlé de tout ce qui a trait à l'interprétation communautaire. L'accompagnement, le côté éthique, etc. Est-ce que ça va se résumer dans le cours, par exemple, d'initiation, ou alors il n'y aura pas de cours spécifique pour ça, là? Non, parce qu'on n'a pas assez de cours. Mais moi, si tout va bien, là, je ne serai peut-être plus là, mais si tout va bien, ça va grossir, ça va devenir un DESS, puis ça va peut-être devenir une maîtrise, et puis ça devrait marcher ensemble. De toute façon, les cours, comme je le disais, vont être des cours à option de ces autres programmes de DESS et de maîtrise. À un moment donné, ça s'appelle maintenant une maîtrise en traduction et terminologie, mais ça va peut-être s'appeler une maîtrise en traduction, terminologie et interprétation. Puis tout le monde pourra avoir accès au programme de micro-programme ou de DESS plus la maîtrise. Pour le moment, je les vois un peu séparés. C'est impossible à faire pour l'instant?
pour le moment, ces cours-là sont admissibles aux autres programmes, comme cours à option. Mais je vise davantage maintenant des gens qui ont un bac en traduction et puis qui vont venir faire le DESS, parce que le microprogramme, parce qu'ils n'ont pas besoin de faire une maîtrise. Ils ont déjà une entrée à l'OTIAC. Mais ça peut changer tout ce profil-là, là, à un moment donné. Mais pour le moment, c'est ça la cible. Puis après le microprogramme, s'ils se sentent à l'aise pour y aller, très bien. Mais ceux qui sont très bons, c'est sûr qu'ils vont pouvoir y aller. Dans le fond, si je lis un peu entre les lignes, c'est vraiment de former des gens le plus rapidement possible pour entrer sur le marché. Oui, en gros, c'est ça. Mais ça va être les meilleurs qui vont pouvoir faire ça. Les autres, ils iront ailleurs après s'il le faut, ou ils prendront un chemin un peu plus lent. Mais les deux dont je parle, le troisième même, qui ont fait seulement mon cours puis qui sont entrés, peut-être que ça aurait été bien qu'ils fassent déjà les 4 cours si ça avait existé, mais le fait est qu'ils se sont formés par la suite, comme nous, on l'a fait. Oui, mais on s'entend que, pour pas les nommer directement, on s'entend que pour moi, c'est des gens qui avaient déjà de l'expérience, ils ont déjà vu neiger. C'est sûr, c'est des gens qui avaient vu neiger, qui avaient une expérience de culture générale, qui avaient une expérience linguistique quand même d'un certain type, qui avaient une aisance dans les 2 langues, qui savaient s'exprimer. Bon, c'est sûr. Mais à 25 ans, c'est parce que je pense parce que moi, je me mets dans la peau de qui j'étais à 25 ans. Ouais. Quand j'avais 25 ans, j'avais mon bac, j'étais tout jeune, et puis est-ce que ça aurait été assez? Moi, je me pose la question. À 25 ans, est-ce qu'un micro-programme aurait été assez? Peut-être pas. Peut-être pas, mais je me souviens, je t'ai rencontré à ce moment-là, tu étais mordu, tu étais intéressé, tu voulais faire ça. Peut-être que tu aurais jugé toi-même, mais c'est toi le meilleur juge. Peut-être qu'après 2 cours de l'automne, puis 2 cours de l'hiver, tu vas faire un stage. Peut-être que la piqûre aurait encore été là, je pense, parce que visiblement, c'est encore là aujourd'hui. Mais peut-être que tu aurais estimé qu'il manquait quelque chose. Donc, tu aurais fait autre chose. Tu serais allé à Ottawa, tu serais allé en Europe, tu étais allé au Japon. Mais tu es allé à Tokyo. Tu es allé à Tokyo dans ton cas, c'est encore mieux. Mais je pense que les étudiants sont capables de juger de ça. Encore une fois, c'est pas comme un cours de dentisterie où tu rentres dans ton bac, tu connais rien, puis tu sors de là, puis tu es dentiste. Nous, notre milieu, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment un processus qui dure toute la vie, là. Plus ça va, plus on acquiert d'expérience, plus on acquiert des connaissances, plus on est à l'aise dans 1 ou 2 ou 3 secteurs. Moi, je prenais n'importe quoi quand j'étais plus jeune. Là, j'essaie de me limiter à des intérêts précis, des domaines qui m'intéressent davantage. Et puis... Mais je pense qu'il faut faire confiance aux jeunes eux-mêmes, hein, pour s'évaluer eux-mêmes dans tout ça. On les accompagne le plus possible. Mais c'est sûr qu'on va faire, pour revenir à ton autre question, Alain, c'est sûr qu'on va essayer de voir toutes les formes d'interprétation. Moi, je donne une formation bénévole à un groupe de femmes. C'est un centre pour femmes violentées, mais des femmes de toutes sortes d'origines, hein, de la Maison des femmes de Québec. Alors, qui font beaucoup d'accompagnement pour des réfugiés qui viennent d'arriver d'Afghanistan. Évidemment, il y a plein de langues. Et là, je ne parle pas de ces langues-là. Je donne une formation pour les aider à mieux travailler avec les différentes instances gouvernementales vers lesquelles ils vont diriger les nouveaux arrivants. Ben, moi, je trouve ça hyper intéressant de donner cette formation-là à ces femmes. Et puis, j'aimerais ça en parler dans le programme. Je ne sais pas trop où. Là. Dans mon cours d'initiation, on va passer quelques cours là-dessus. Et tout est calculé. Là. Je ne peux pas passer trop de temps là-dessus parce que... Ben, une session, c'est 15 semaines, quoi. Je me souviens plus. C'est 15 semaines, puis c'est 45 heures par cours. OK, donc, d'accord. Il faut vraiment bien jauger ce qu'on fait pour essayer de donner une formation le plus globale possible. Mais c'est limité, c'est sûr. Est-ce qu'il va y avoir un examen de sortie, un peu comme à Glendon ou à Ottawa? Donc, on a juste à compléter les cours, on obtient le diplôme, et voilà, on est prêt à se lancer. On est prêt à se lancer, puis c'est la vie qui va décider où est-ce que tu vas aller après. C'est pas compliqué, là. On le sait dans le milieu. Hein? Si l'interprète ne fait pas l'affaire, il ne va pas être réengagé. C'est tout. Est-ce que ça veut dire qu'on aurait échoué? Moi, je ne le vois pas comme ça. Ça veut dire que la personne n'a pas atteint le niveau voulu. C'est à elle à prendre des mesures. Mais ça ne joue pas sur la réputation du programme, ça? On verra. Moi, je ne le vois pas comme ça. Okay. C'est un micro-programme. On fait tout ce qu'on peut. Après ça, ça t'appartient, jeune homme, jeune femme, de faire ce que tu veux avec ça. Parce que moi, ce que je réponds des fois,
il m'est arrivé quand je me présente auprès de certains interprètes, la première fois qu'on se rencontre, on parle un peu de notre parcours, et je dis oui, j'ai terminé Glendon. Puis à un moment donné, une fois, quelqu'un m'avait dit ah, ben Glendon, des fois, on rencontre des gens, puis c'est pas une garantie que ça va être un bon interprète. Garantie. Ben, moi, ce que je dis, c'est que des études, c'est comme une boîte à outils. On peut peut-être avoir la meilleure boîte, mais on sait peut-être pas s'en servir. Mais c'est au moins une garantie qu'on a la boîte. Oui. Ben là, c'est vrai. Mais moi, j'ai même pas cette garantie-là. Parce qu'au moins, Glendon, tout le monde qui sort de Glendon, c'est pas les meilleurs interprètes nécessairement du monde. Il y en a qui sont très bons, puis il y en a qui sont un peu moins bons. Mais c'est pas la faute de Glendon. Glendon fait tout ce qu'on peut, tout ce qu'ils peuvent. Puis après ça, mais moi, c'est sûr qu'il y a un minimum de garantie, quand même. Moi, j'ai même pas ce minimum de garantie-là, avec le microprogramme. Et je le dis bien franchement, peut-être qu'avec le temps, ça évoluera, mais pour le moment, avec 4 cours et un stage, je ne peux pas offrir une garantie, là. Je ne peux pas dire que mon étudiant, c'est un dentiste accrédité puis qui peut t'arracher ta dent sans problème, là. Non, je ne peux pas dire ça. Moi, j'ai une question, peut-être parce qu'on s'approche à la fin. Je me demandais quand est-ce qu'on doit poser sa candidature pour faire partie du programme. Est-ce que vous commencez à accepter des candidatures en ce moment ou Aujourd'hui? Je suis allé voir ça tantôt, là, c'est déjà là, puis j'ai cliqué pour voir si je pouvais moi-même comme éventuel candidat. On peut tout faire ça. Vive les ministres. Normalement, ça prend des années à faire ça. Là, on a commencé il y a quelques semaines et ça marche. J'en reviens pas, je me pince, là. Mais c'est parce que le gouvernement a mis le paquet là-dedans, là. Le gouvernement est vraiment pressé. Alors, pour que le ministre Duclos vienne, on lance pas le tramway de Québec ici, là. On vient de lancer un micro-programme, là. Le ministre, la rectrice, la conférence de presse, les journalistes, les places assises. J'ai dit les places assises. Non, c'est pas une... Eh oui, il y avait plein de places assises. Puis... Mais bon. J'avais l'impression que c'était l'annonce du pont de Québec. Ben oui! Ben, j'ai dit, allons-y, le ministre Duclos, il est bon quand même, hein, il parle bien, puis tout ça. Oui. Et puis, mais formidable. Moi, je pourrais n'importe quoi pour faire accélérer les choses, mais c'est inouï la vitesse avec laquelle. Hier soir, à 9h le soir, on s'est échangé des courriels pour satisfaire le ministre pour que ce soit en ligne et qu'on puisse envoyer notre candidature au moment de la conférence de presse. Normalement, c'est des mois et des mois avant de faire ça, là. Alors, juste un dernier point, juste pour explorer un petit dernier point. Qu'est-ce qui fait, je sais qu'on a parlé dès le départ qu'il y a des besoins criants au Canada, mais qu'est-ce qui fait que le gouvernement, au niveau fédéral, on soit si pressé? C'est une bonne question. Puis, qu'est-ce qui va arriver avec un éventuel changement de gouvernement? Soyons honnêtes, là, c'est une éventualité fort présente, là. Est-ce que, en principe, quand même, c'est enchâssé dans notre Constitution, puis la loi sur les langues officielles, il n'y a aucun parti qui est contre ça, là. Je veux dire, en principe, la situation ne va pas changer. Mais la raison est assez simple, c'est qu'il y a plein de projets de loi qui sont immobilisés parce qu'il n'y a personne en commission parlementaire pour interpréter les débats. S'il n'y a pas de débat, s'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de... la loi n'est pas adoptée. Je veux dire, c'est ça, là, la réalité. Ça ne fait pas la première page des journaux, là, mais dans les faits, c'est... S'il n'y a pas d'interprète disponible ce jour-là, du moins une équipe d'interprètes disponible de ce jour-là, le projet de loi n'avance pas, et puis là, le gouvernement, il ne peut pas adopter sa loi. Ouais. C'est aussi simple que ça, là. Alors, je comprends l'urgence. Quand Matthew, tout à l'heure, et puis M. Lindberner, le PDG du BT, disait lors de la conférence de presse, s'il y a quelqu'un là, qui a eu un problème parce qu'il y a eu un feedback dans ses écouteurs, puis évidemment, nous, dans le milieu privé, on sait bien qu'on est moins fancy, là, mais à Ottawa, ils sont forts sur la sécurité, puis tout ça. Alors, moi, si j'ai un petit feedback, ben j'arrête de travailler si je suis au Parlement, puis là, je suis remplacé par quelqu'un. Mais s'il n'y a personne pour remplacer, ben ça s'arrête là. C'est ce qu'il disait tantôt, là. Alors, c'est pour ça qu'ils mettent tellement d'argent sur des équipements hyper raffinés pour éviter les problèmes. Je pense qu'il y a 25 ans dans nos cabines, les feedbacks, là, je te dis que on en avait pas mal. Puis, alors, mais bon, on le sait, la question de la sécurité au travail est de plus en plus importante. Est-ce que vous savez que la pénurie, c'est combien d'interprètes qu'ils ont besoin pour dans la conférence de presse, il y a une personne qui a parlé de chiffres comme ça, là, puis finalement, il n'y a pas grand monde qui a réussi à répondre. Il y a 50-60 interprètes parlementaires, puis il y en a plusieurs en congé pour raison de santé en même temps, 5, 6, 7, 8, si je comprends bien. Alors, ça vient de passer de 50-60 à 7-8 de moins. Je pense que pour que tout roule bien, ça en prendrait 20-25 de plus, là, pour assurer
que chaque commission parlementaire ait toujours une équipe d'interprètes, puis qu'il y en ait toujours quelques-uns en stand-by. En même temps, il y en a au Sénat, puis il y en a au Parlement. Il y a 3 endroits, c'est-à-dire la Chambre des communes, au Sénat et aux commissions parlementaires. Prendre des interprètes aux 3 endroits, sinon, ça marche. C'est ça, raison. Oui, une petite, ouais, puis des fois, les gens craignent qu'avec l'intelligence artificielle, le métier d'interprète se fasse remplacer, mais en lançant un programme en 2024, on s'entend que le gouvernement n'a pas l'intention d'utiliser d'autres moyens que les interprètes, les êtres humains, quoi. On sait bien qu'en traduction écrite, ça devient plus problématique, mais moi, même en traduction écrite, ça ne m'inquiète pas. Là. Dans nos cours de traduction écrite, on utilise des outils, puis on montre aux étudiants à quel point ça va juste aller plus vite, puis on traduit 15-20% de ce qu'on devrait traduire au Canada avec la machine. On va traduire 30, 40, 50, tant mieux. Mais il va continuer à avoir besoin d'humains. On va juste aller plus vite. En interprétation, honnêtement, là, à part de passer notre discours dans DeepL avant pour si on l'a puis qu'on veut en prendre connaissance, puis en sachant que la personne ne va pas nécessairement le suivre, mais au moins ça nous aide un peu. Ça, c'est un bon outil. On s'en sert tous, nous les interprètes. C'est toi, Alain, qui m'a initié à ça d'ailleurs. Mais à part ça, là, je sais qu'Olivier et d'autres essaient de mettre en place des outils vraiment plus performants, mais on sait que c'est quand même limité. Puis, honnêtement, à l'oral, là, quelqu'un disait à la blague aujourd'hui, puis c'est quelqu'un qui s'y connaît, c'est Matthew, qui est responsable des interprètes parlementaires, qui était là tout à l'heure. Il dit le jour où ça va s'engueuler à la Chambre des communes, puis ça va être interprété par une machine, là, il est vraiment loin. Oui, tout à fait. C'est ce que je pense aussi. C'est évident, là. Et lui, il est dans le milieu tous les jours, c'est sa job. Là. Il dispatche les interprètes. Il dit, voyons donc, c'est impossible. C'est impossible qu'on ait une bonne engueulade au Parlement avec les niveaux de langue qui montent, qui descendent, avec les allusions subtiles, avec les insultes mitigées parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, des choses qui sont permises, d'autres pas. Ça prend un humain, là. Ça prend un humain. Alors, pour nous, interprètes, j'ai pas trop d'inquiétude. Pour la traduction écrite, j'ai pas trop d'inquiétude, mais un peu plus quand même. Super. Mais il faudrait parler à des gens qui travaillent avec Olivier sur son nouveau projet d'interprétation assistée par ordinateur. Ah, ben alors, c'est une invitation. Tu devrais une invitation pour un autre épisode pour la balado. Absolument. Ça serait bien de voir où il va en venir exactement, Olivier, avec ça. C'est intéressant. J'avoue que je suis un peu perplexe, pour pas dire sceptique, mais j'ose même pas dire sceptique parce que j'en sais pas assez. Mais j'ai du mal à concevoir. Mais ceci dit, faudrait voir. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas, il y a des gens qui sont en train de tenter d'utiliser l'intelligence artificielle pour remplacer les interprètes. Et puis là, on fait référence ici à un de nos collègues interprètes qui travaille sur ce projet. Oui, c'est un bon invité, puis je l'écouterai avec plaisir. Donc, d'accord. Bon, alors, on ne prendra pas plus de ton temps, Louis. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à notre balado de cette semaine. C'est vraiment apprécié. Et en passant, bonne chance pour le programme. Je sais que ça fait des années que tu y rêves. Oui, franchement, bonne main d'applaudissements. Écoutez, merci à vous deux surtout parce que c'est le fun de pouvoir en parler, puis surtout dans la même journée où on vient de le lancer. Alors, merci Alain d'avoir pensé à ça. Merci Brian aussi de m'avoir invité. Puis bravo à vous deux pour votre initiative. C'est le fun de voir ça aller. On va vous écouter. Ben, parfait. Merci. Alors, super. Alors, bonne semaine et à bientôt. Parfait, merci. À bientôt. Bye. Au revoir. Au revoir.